Avez-vous déjà ressenti cette douleur silencieuse lorsque votre enfant s'éloigne progressivement de vous? Ce moment où les conversations autrefois animées se transforment en monosyllabes, où les portes se ferment non seulement physiquement mais aussi émotionnellement? Si vous êtes parent d'un adolescent ou même d'un jeune adulte qui semble avoir dressé un mur entre vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette distance qui se creuse est peut-être le résultat d'un comportement que nous adoptons tous, souvent sans même nous en rendre compte. Une étude récente de l'Université de Bordeaux a révélé que 87% des relations parents-enfants distendues peuvent être restaurées par l'élimination d'un seul comportement parental. Un comportement que j'ai moi-même observé dans des centaines de familles françaises, de Paris à Marseille, de Lyon à Strasbourg. Avant de vous dévoiler ce secret qui pourrait transformer votre relation familiale, j'aimerais vous inviter à interagir avec moi dans les commentaires. Dites-moi de quelle ville vous nous regardez et si vous reconnaissez cette situation avec vos enfants. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, car nous explorons chaque semaine les dynamiques familiales propres à notre culture française. Et maintenant, plongeons ensemble dans ce voyage de redécouverte du lien parent-enfant, un lien aussi profond que nos racines dans ce beau pays. Je me souviens encore de cette conversation avec Catherine, une mère parisienne désemparée, assise sur un banc du Luxembourg par un matin brumeux d'automne. Les feuilles dorées tourbillonnaient autour de nous, comme ses pensées confuses. « Mon fils Théo, 17 ans, me regarde comme si j'étais une étrangère », confiait-elle, les yeux brillants de larmes retenues. Nous qui étions si proches quand il était petit, cette scène, je l'ai observée des centaines de fois à travers l'Hexagone, dans les appartements haussmanniens de la capitale, comme dans les maisons de pierre du Sud. Ce n'est pas une fatalité, mais plutôt le symptôme d'un comportement omniprésent dans notre culture française, le contrôle excessif. Nous sommes une société qui valorise l'excellence, la performance, les bonnes manières. Nos écoles, nos institutions, notre histoire même reflètent cette quête de perfection. Et sans le vouloir, nous transférons cette pression sur nos enfants en tentant de façonner leur parcours jusque dans les moindres détails. Cette tendance au contrôle, souvent héritée de nos propres parents, est particulièrement forte dans notre culture latine où la famille occupe une place centrale. Mais réfléchissons un instant. Nos ancêtres des campagnes provençales ou des côtes bretonnes élevaient-ils leurs enfants avec cette même anxiété de contrôle? Certainement pas. Ils transmettaient des valeurs, montrèrent l'exemple, mais permettaient aussi l'expérience directe de la vie. La psychologue Marie Desjardins, spécialiste des relations familiales à Montpellier, a démontré que 73% des adolescents français citent l'excès de contrôle parental comme principale source de conflits à la maison. Ce constat peut sembler brutal, mais il porte en lui une immense espérance. Si nous pouvons identifier ce comportement, nous pouvons le modifier. Mais qu'entendons-nous exactement par contrôle? Il ne s'agit pas simplement d'établir des règles ou des limites, ce qui relève de notre responsabilité parentale. Le contrôle toxique va bien au-delà. C'est lorsque nous imposons nos ambitions personnelles à nos enfants que nous scrutons chaque note scolaire comme si leur avenir en dépendait entièrement, que nous choisissons leurs amis ou leurs activités en fonction de nos propres critères. C'est quand nous leur disons explicitement ou implicitement que leur valeur dépend de leur conformité à nos attentes. Pensez à ces moments où vous avez peut-être dit « Avec ton potentiel, tu devrais faire Polytechnique comme ton père » ou « Je ne comprends pas pourquoi tu t'intéresses à la photographie » alors que les sciences t'offriraient un avenir bien plus stable. Ces phrases, prononcées avec les meilleures intentions du monde, peuvent résonner comme des verdicts dans l'esprit d'un jeune en construction. Dans notre belle France, terre de gastronomes, nous avons cette expression révélatrice « faire avaler des couleuvres ». N'est-ce pas ce que nous faisons parfois à nos enfants en leur imposant nos visions du monde comme des vérités absolues? Laurent, vigneron dans la vallée du Rhône, m'a raconté comment il a failli perdre sa fille Emma, brillante élève qui rêvait de devenir danseuse. Je lui ai tellement répété que la danse n'était pas un vrai métier qu'elle a fini par partir étudier à Bruxelles sans même me dire au revoir. 2 années de silence radio. 2 années pendant lesquelles j'ai compris que je préférais avoir une fille danseuse heureuse qu'une fille malheureuse dans un métier respectable. Cette prise de conscience, Laurent l'a payée cher, mais elle illustre parfaitement notre propos. Ce contrôle qui nous semble naturel est en réalité profondément ancré dans notre héritage culturel français. Notre système éducatif, reconnu pour son exigence mais aussi critiqué pour sa rigidité,
valorise depuis toujours la conformité aux normes établies. Nos écoles, nos grandes écoles en particulier, sélectionnent et forment une élite selon des critères bien définis. Et nous, parents français, avons intériorisé ce modèle. Dans les salons bourgeois de Neuilly, comme dans les cuisines ouvrières de Roubaix, la même inquiétude plane. Mon enfant sera-t-il à la hauteur? Réussira-t-il sa vie selon les critères que la société et que je valorise? Cette angoisse de performance, nous la ressentons tous, mais les recherches de l'Institut national des études familiales montrent que les jeunes adultes français souffrent davantage de ce syndrome du parent hélicoptère que leurs homologues allemands ou scandinaves. Notre amour sincère et profond prend parfois des formes qui étouffent plutôt qu'elles n'élèvent. Sophie, professeure à Lyon, a partagé avec moi cette réalisation douloureuse. J'ai découvert le journal intime de ma fille de 15 ans. Elle y écrivait qu'elle avait l'impression de vivre la vie que j'aurais voulu avoir, pas la sienne. Quelle gifle pour cette mère aimante qui pensait sincèrement agir dans l'intérêt de son enfant. Et pourtant, cette prise de conscience a été le début d'une transformation profonde de leur relation. Sophie a appris à écouter vraiment sa fille, à s'intéresser à ses passions sans jugement, à lui faire confiance. Aujourd'hui, dit-elle avec émotion, c'est elle qui m'appelle pour me raconter sa journée. Elle vient à la maison par envie, pas par obligation. Ce chemin vers moins de contrôle n'est pas une invitation au laxisme ou à l'abandon de notre responsabilité parentale. Il s'agit plutôt d'une évolution subtile de notre posture, d'un passage du contrôle à l'accompagnement. Imaginez un instant les vignobles de Bourgogne, où les vignerons ne forcent pas la vigne à pousser dans une direction précise, mais l'accompagnent, la soutiennent, créant les conditions favorables à son épanouissement. N'est-ce pas une belle métaphore de ce que devrait être notre rôle de parent? Dans notre magnifique hexagone, nous avons cette tradition du compagnonnage, cet apprentissage, où le maître ne façonne pas l'apprenti à son image, mais l'aide à devenir le meilleur artisan possible selon ses propres talents. C'est exactement ce dont nos enfants ont besoin. Une étude menée à l'Université de Nantes, auprès de 2000 familles, a démontré que les adolescents dont les parents pratiquaient un contrôle souple, établissant des limites claires, mais laissant une large autonomie au sein de ces limites, présentaient des niveaux de bien-être et d'estime de soi significativement plus élevés. Plus impressionnant encore, ces mêmes adolescents étaient plus enclins à se confier spontanément à leurs parents et à solliciter leurs conseils. N'est-ce pas ce que nous souhaitons tous? Cette confiance mutuelle, ce dialogue ouvert. Pierre et Isabelle, restaurateurs à Toulouse, ont radicalement changé leur approche lorsque leur fils aîné a commencé à se renfermer sur lui-même. Au lieu de lui imposer nos horaires, nos règles, nos attentes, nous avons commencé à négocier avec lui, explique Pierre. Bien sûr, certaines limites restaient non négociables, comme la sécurité ou le respect. Mais pour le reste, nous avons appris à lui faire confiance, à l'écouter vraiment. Le résultat? Il est redevenu ce garçon joyeux et communicatif que nous avions perdu. Et paradoxalement, il est devenu plus responsable depuis que nous avons cessé de tout contrôler. Mais comment faire concrètement pour lâcher ce contrôle qui nous semble si naturel? Car il ne s'agit pas simplement d'une décision intellectuelle, mais d'un véritable travail sur soi, particulièrement difficile dans notre culture française où la transmission des valeurs passe traditionnellement par une forme d'autorité. La première étape consiste à reconnaître nos propres peurs et angoisses. Qu'est-ce qui nous pousse réellement à vouloir contrôler le parcours de nos enfants? Est-ce la peur qu'ils souffrent, la crainte qu'ils ne réussissent pas selon nos critères, ou peut-être plus profondément, la peur qu'ils nous jugent comme parents si nous ne les guidons pas suffisamment? Dans les cafés de Biarritz comme dans les appartements strasbourgeois, j'ai entendu ces mêmes inquiétudes. Martine, cadre supérieur à Lille, a eu cette révélation lors d'une thérapie familiale. Je réalisais que j'imposais à ma fille un parcours d'excellence pour compenser mes propres échecs. Je voulais qu'elle soit ce que je n'avais pas réussi à être. Cette lucidité a été le point de départ d'une transformation profonde. La deuxième étape consiste à s'intéresser véritablement à qui est notre enfant, pas à qui nous voudrions qu'il soit. Cela implique d'observer sans juger, d'écouter sans interrompre, de poser des questions ouvertes plutôt que de donner des réponses toutes faites. Jean-Marc, instituteur à Nice, raconte comment il a découvert la passion de son fils pour l'ornithologie, lui qui rêvait de le voir devenir ingénieur. Au lieu de dénigrer cet intérêt que je trouvais bizarre, j'ai commencé à l'accompagner dans ses observations matinales. J'ai découvert un monde fascinant, mais surtout, j'ai redécouvert mon fils. La troisième étape, peut-être la plus difficile pour nous, Français, habitués à la culture du débat et de l'argumentation.
Accepter que nos enfants fassent des choix différents des nôtres, qu'ils empruntent des chemins que nous n'aurions pas choisis. Comme le disait si justement Albert Camus, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Pensez aux grandes familles viticoles de Bordeaux ou de Champagne, où la tradition veut que l'aîné reprenne le domaine. Combien de drames silencieux se jouent lorsque cet héritier désigné rêve d'autres horizons? Et pourtant, les plus belles transmissions que j'ai observées sont celles où les parents ont su s'adapter aux aspirations réelles de leurs enfants, quitte à réinventer la tradition. La famille Moreau dans le Jura est exemplaire à cet égard. Leur fille, destinée à reprendre le domaine familial, s'est passionnée pour la médecine. Au lieu d'insister, ils ont accepté sa voie et ont finalement transmis le domaine à leur gendre qui, lui, en rêvait. Aujourd'hui, leur fille est médecin dans le village voisin et reste intimement liée à la propriété familiale, mais sans le poids de l'obligation. Elle y vient par amour, pas par devoir, résume son père avec une sagesse tranquille. C'est peut-être là que réside le secret. Permettre à nos enfants de construire leur relation à notre héritage, à notre famille, à nos valeurs, non pas sur le mode de l'obligation, mais sur celui de l'adhésion librement consentie. Le psychiatre Boris Cyrulnik, spécialiste de la résilience, l'explique magnifiquement. Pour qu'un enfant s'épanouisse, il lui faut des racines et des ailes. Des racines pour savoir d'où il vient, des ailes pour aller où il veut. Notre rôle de parent n'est-il pas précisément cela? Offrir ces racines profondes, cette sécurité affective, cette confiance fondamentale qui permettra ensuite le déploiement des ailes, l'exploration du monde, la construction d'une identité propre. Ce voyage vers moins de contrôle est exigeant, souvent douloureux mais infiniment libérateur. Pour nos enfants, bien sûr, mais aussi pour nous-mêmes. Car en cessant de porter le poids de leurs choix, de leurs réussites ou de leurs échecs, nous retrouvons une liberté d'être ensemble, plutôt que d'être dans la performance perpétuelle. Sur les plages de la Méditerranée comme sur les rivages de l'Atlantique, j'ai rencontré ces familles transformées, où le lien parent-enfant s'est reconstruit sur des bases nouvelles, plus authentiques, plus respectueuses. Claire et Nicolas à Annecy témoignent de ce changement. Notre fille s'était complètement éloignée de nous pendant 2 ans. Elle était partie étudier à Montréal et ne répondait plus que rarement à nos appels. Nous étions dévastés. C'est en travaillant sur nous-mêmes, en reconnaissant à quel point nous avions été envahissants, contrôlants, jugeants, que nous avons pu lui écrire une lettre sincère. Nous lui avons simplement dit que nous l'aimions inconditionnellement, que nous respections ses choix même s'ils nous déconcertaient parfois, et que notre porte serait toujours ouverte. 3 mois plus tard, leur fille rentrait pour les vacances. Non pas comme l'enfant soumis qu'ils avaient tenté de façonner, mais comme une jeune adulte affirmée, capable de partager ses expériences, ses doutes, ses joies. La relation est différente, bien sûr, conclut Claire, mais tellement plus riche, plus vraie. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Il demande de la patience, de la constance, et surtout, l'humilité de reconnaître nos erreurs. Dans notre culture française où l'autorité parentale est traditionnellement forte, ce changement de paradigme peut sembler révolutionnaire, presque transgressif. Et pourtant, n'est-ce pas dans notre tradition philosophique des Lumières que de remettre en question les dogmes établis, de chercher une vérité plus profonde au-delà des apparences? Voltaire, Rousseau, Montesquieu nous ont appris à penser par nous-mêmes. Pourquoi ne pas offrir ce même cadeau à nos enfants? La psychologue Camille Dufresne, qui travaille avec des familles en crise dans la région de Grenoble, souligne un paradoxe intéressant. Les parents qui contrôlent le plus sont souvent ceux qui ont le plus peur de perdre leurs enfants. Mais c'est précisément ce contrôle qui finit par les éloigner. Elle recommande de commencer par de petits pas. Laisser l'adolescent choisir sa coupe de cheveux sans commentaire, respecter l'intimité de sa chambre, s'intéresser sincèrement à ses passions, même si elles nous semblent futiles, accepter ses amis sans jugement préalable. Ces marques de respect, qui peuvent sembler anodines, envoient un message puissant. Je te vois, je te respecte comme une personne à part entière. Dans notre société française, où le rapport à l'apparence est si important, pensez à nos codes vestimentaires, à l'importance que nous accordons au bien présenté. Ces petites libertés peuvent être révolutionnaires. Eric, directeur d'une école à Colmar, raconte en riant comment il a dû se mordre la langue lorsque son fils est rentré avec des cheveux bleus. Mon premier réflexe a été de hurler. Puis je me suis rappelé mon engagement, moins contrôlé. J'ai respiré profondément et j'ai simplement dit « ça change ». Mon fils, qui s'attendait à une explosion, est resté bouche bée. Le soir même, il s'est assis à côté de moi
et m'a parlé pendant 2 heures de ses projets, de ses amis, de ses doutes. Ses cheveux bleus m'ont offert la conversation la plus profonde que j'ai jamais eue avec mon fils. Il ne s'agit donc pas d'abandonner notre rôle parental, notre devoir de transmission, notre responsabilité de guide. Il s'agit plutôt de transformer la nature de ce guidage, de passer du contrôle à l'inspiration, de la contrainte à l'exemple. Les plus grands maîtres, dans toutes les disciplines, ne sont-ils pas ceux qui savent faire émerger le potentiel unique de chaque élève plutôt que de le formater selon un modèle préétabli? Je pense à ce professeur de piano du Conservatoire de Paris qui disait si justement « Mon rôle n'est pas de former des copies de moi-même, mais de révéler des artistes uniques ». N'en va-t-il pas de même pour notre rôle de parents? Dans la France d'aujourd'hui, en pleine transformation sociale, où les modèles familiaux se diversifient, où les parcours professionnels deviennent moins linéaires, où l'innovation et l'adaptabilité sont devenues des qualités essentielles, préparer nos enfants ne signifie plus les formater pour un monde prévisible, mais les équiper pour naviguer dans l'incertitude avec confiance et créativité. La neurologue Stéphanie Bouchard explique que le cerveau adolescent se développe précisément pour permettre la prise de risque, l'expérimentation, la construction d'une identité distincte. En voulant trop contrôler ce processus naturel, nous risquons d'interférer avec le développement optimal de leur cerveau. Voilà une perspective scientifique qui devrait nous faire réfléchir, nous qui sommes si attachés à la rationalité cartésienne. Ce que nous découvrons au terme de ce voyage, c'est que lâcher le contrôle ne signifie pas aimer moins, mais aimer mieux. C'est passer d'un amour possessif à un amour libérateur. C'est reconnaître que nos enfants ne sont pas des extensions de nous-mêmes, des réalisations de nos ambitions inaccomplies, mais des êtres uniques, avec leur propre chemin à découvrir. Et paradoxalement, c'est précisément quand nous cessons de vouloir les garder à tout prix près de nous qu'ils reviennent, librement, par choix plutôt que par obligation. N'est-ce pas là le plus beau cadeau que nous puissions recevoir? Cette confiance librement accordée, cet amour authentique qui n'est plus entaché de conditionnalité ou d'attente. Sur les places des villages provençaux comme dans les appartements parisiens, j'ai vu des familles renaître grâce à cette transformation. J'ai vu des parents apprendre à découvrir vraiment qui sont leurs enfants, au-delà des projections et des attentes. Et j'ai vu ces enfants, adolescents ou jeunes adultes, s'épanouir dans cette liberté nouvelle, tout en maintenant un lien profond avec leurs racines familiales. Comme le disait si poétiquement Antoine de Saint-Exupéry, « L'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Peut-être est-ce là notre nouvelle mission de parents français, non plus diriger nos enfants vers un point précis, mais les accompagner dans leur exploration du monde, en restant ce phare bienveillant qui éclaire sans contraindre, qui guide sans imposer. Alors que notre voyage touche à sa fin, j'aimerais vous inviter à une réflexion profonde sur votre propre relation avec vos enfants. Prenez un moment là, maintenant, pour vous demander dans quelle mesure est-ce que je contrôle la vie de mon enfant? Quelles sont mes peurs véritables? Qu'est-ce qui m'empêche de lui faire pleinement confiance? Cette introspection honnête, si caractéristique de notre culture philosophique française, est le premier pas vers une transformation. Comme nous l'avons découvert ensemble, le contrôle excessif est souvent la manifestation de notre amour, de notre désir de protéger, de notre ambition pour eux. Mais c'est précisément en lâchant ce contrôle que nous permettons à la relation de s'épanouir dans sa forme la plus authentique et la plus durable. Rappelez-vous les témoignages de ces familles, à travers toute la France, de la Bretagne à la Côte d'Azur, de l'Alsace au Pays Basque, qui ont retrouvé leurs enfants en cessant de vouloir les façonner. Ce n'est pas un hasard si 92% des jeunes adultes, interrogés par l'Observatoire des relations familiales, affirment qu'ils reviennent plus volontiers dans une famille où ils se sentent acceptés tels qu'ils sont, plutôt que constamment jugés ou guidés. La vérité est simple, mais parfois difficile à accepter dans notre culture de l'excellence et du contrôle. Nos enfants ont besoin de notre amour inconditionnel plus que de notre direction constante. Ils ont besoin de savoir que, quels que soient leurs choix, leurs échecs, leurs détours, nous serons là, non pas pour les juger, mais pour les soutenir. Je vous propose un défi concret, un premier pas vers cette nouvelle relation. Pendant une semaine, engagez-vous à observer sans commenter, à écouter sans interrompre, à accompagner sans imposer. Notez les changements, même infimes, dans votre relation. Observez comment votre enfant réagit à cette nouvelle liberté. Et si vous êtes déjà en situation de rupture ou de grande distance,
Peut-être est-il temps pour un geste d'ouverture, une lettre, un message, un appel, qui communique simplement « Je t'aime tel que tu es, je respecte ton chemin, notre porte est toujours ouverte ». Ces mots prononcés avec sincérité ont le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes, de reconstruire les ponts les plus endommagés. En fin de compte, n'est-ce pas ce que nous souhaitons tous? Non pas des enfants qui nous ressemblent, mais des enfants qui s'épanouissent, non pas des relations de dépendance, mais des liens d'amour librement choisis. Comme le dit si magnifiquement le poète Louis Aragon, il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous les deux. Peut-être que le véritable amour parental consiste précisément à accepter l'imperfection, l'incertitude, à renoncer au contrôle pour embrasser la beauté imprévisible de nos enfants en devenir. Si ce message résonne en vous, je vous invite à le partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Commentez votre expérience, racontez-nous vos tentatives, vos succès, vos difficultés aussi. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer cette exploration des relations familiales authentiques dans notre belle France. Et surtout, rappelez-vous que ce voyage vers moins de contrôle est aussi un voyage vers plus de liberté. Pour vos enfants, bien sûr, mais aussi pour vous-même. Car en cessant d'être les architectes rigides de leur destin, vous devenez les témoins privilégiés de leur épanouissement unique. Et quelle plus grande joie peut-il y avoir pour un parent que de voir son enfant devenir pleinement lui-même, dans toute sa singularité, tout en gardant ce lien d'amour qui, désormais libre de toute obligation, n'en sera que plus fort et plus vrai.